Bonjour à tous. Les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre d'une thèse de doctorat intitulée Tahiti-Iti, archéologie et histoire des presqu'îles de la chefferie de Tahiti. Donc, cette thèse a pour objectif principal d'étudier l'organisation spatiale des chefferies de la presqu'île de Tahiti et de reconstruire leur trajectoire sociopolitique sur la longue durée. Donc, afin de traiter ce sujet, je me suis basé sur le socle théorique des études de l'organisation de l'espace qui fournissent un formidable angle d'approche pour l'étude d'un territoire comme la presqu'île. Donc, ces études ont déjà été employées en Polynésie, notamment par Peter Bellwood dans l'archipel des Marquises dès les années 70, mais aussi par Tamara Marik plus récemment pour les vallées de Tahiti Nui, pour ne citer que. Donc, ces études et d'autres ont démontré qu'elles apportent des éléments pertinents permettant de retracer le passé des chefferies, au travers notamment de l'évolution dynamique de l'habitat et des centres de vie communautaires et de leur implantation territoriale. Donc, pour vous présenter mes recherches aujourd'hui, je vais faire une brève revue de la documentation archéologique disponible pour la presqu'île, vous présenter le choix du cas d'étude qui a été fait, les résultats des prospections sur ce cas d'étude et les perspectives de recherche. Donc, au XVIIIe siècle, le territoire de Tahiti est divisé en une vingtaine de chefferies, regroupées en plusieurs confédérations, dont les jeux d'alliances dynastiques et les luttes pour le pouvoir politico-religieux redessinent constamment les trajectoires sociales des communautés. La presqu'île est alors sous le contrôle des Teva Itai, dirigés par la dynastie des Vehiatua, originaire de la chefferie de Tayarapu, correspondant alors à la partie est de la presqu'île. Les chefferies tahitiennes sont rattachées à des territoires géographiques bien délimités, et l'espace intraterritorial est divisé en diverses portions qui s'emboîtent pour au final englober la totalité des groupes de la population de base aux alliés. La territorialisation des grandes chefferies et de ses sous-composantes, induite par la hiérarchisation sociale, s'est concrètement matérialisée dans l'espace, notamment par le développement d'un nouveau modèle d'occupation spatiale et surtout par la multiplication des constructions de marae. Donc le marae, plus qu'un simple temple cérémonial à temple ouvert dédié aux dieux et aux ancêtres, est un édifice politico-religieux dynamique. Il est le garant de la structure même de l'organisation sociale des lignages, qui sont intrinsèquement reliés, et ainsi il est le témoin des transformations socio-religieuses de ces groupes dans le temps et dans l'espace. Le marae est aussi le reflet du prestige de son propriétaire dans sa capacité à mobiliser main-d'œuvre et matières premières pour sa construction. Archéologiquement, une certaine monumentalisation a été observée à partir du XVe siècle aux îles sous le vent, mais aussi aux îles du Vent, à Moorea, Tetiaroa et ainsi qu'à la presqu'île. Donc, cette période correspondrait à l'expansion du système Wihari aux îles de la Société, véhiculé dès le XVe siècle par le culte de Ta'aroa et plus récemment au XVIe, XVIIe siècle par le culte de Oro, qui se déroule via l'implantation de Marae Taputapuatea en dehors des îles sous le vent, comme ce fut le cas à Tautira. Donc, dans les vallées de la presqu'île de Tahiti, divers travaux archéologiques ont été réalisés mais n'ont jamais fait l'objet d'une synthèse et les diverses données sont de qualité inégale. Donc, les premiers documents faisant état du patrimoine archéologique de la presqu'île datent du début du XXe. Ils sont le produit de touristes ou de passionnés ayant observé des vestiges archéologiques de surface, notamment dans la vallée de la Vaioté, de la Yurua et de la Vaita. Kenneth Emory du Bishop Museum, lors de son travail d'inventaire des vestiges archéologiques des îles de la Société, visita la presqu'île au début du XXe. Il se focalisa principalement sur les marae, pour lesquels il établira par ailleurs une typologie particulière. Donc à la presqu'île, il ne releva que ceux localisés sur le littoral, dont le marae Veiota'a, ancien nom du marae Taputapuatea à Tautira. Il n'en donna qu'une brève description, parfois accompagnée d'un relevé schématisé. Plusieurs décennies après, José Garanger, archéologue alors rattaché à l'Orstom, réalisa des prospections et des études plus poussées, notamment dans la basse et moyenne vallée de la Vaitepira, ainsi que dans les vallées Vaioté et Ayurua. Donc ce programme de recherche mené par Garanger, plus ancré dans la durée, mais toujours principalement focalisé sur les marae, remis en question la typologie des moris et mis en évidence la forte variabilité architecturale des marae situés dans différentes vallées, mais aussi au sein d'une même vallée. Son étude attesta d'un habitat intense à l'intérieur des terres, implanté dès le XVe siècle, témoignant d'un fort dynamisme de peuplement se déroulant depuis le littoral jusqu'aux zones les plus reculées de l'île, donc comme le décrit le modèle standard du peuplement des îles polynésiennes. Par la suite, dans les années 80, le Centre polynésien des sciences humaines entreprit des prospections en restauration, notamment dans la moyenne vallée d'Ahavini et dans la vallée de la Yurua, mais aussi sur le Marae Nutere de Veirao. Plus récemment, au début des années 2000, l'inventaire archéologique de Tahiti-Iti s'est poursuivi dans un cadre institutionnel avec la mise en place par le service de la culture puis par la direction de la culture et du patrimoine de la carte archéologique de Polynésie française. Donc, cela donna lieu à des rapports de prospection, des documents de terrain et des notes non publiées issues d'archéologues ou de simples stagiaires travaillant pour l'administration. D'autres opérations archéologiques préventives ou de sauvetage eurent lieu ponctuellement. En 2015, le projet Integ permit de compléter l'inventaire de Teahupo'o
dans les vallées de Vaipuiri et Vairava notamment, et aussi celle de Lauma. Donc notons enfin ici le travail fondamental, comme j'en parlais tout à l'heure, de Tamara Marik, réalisé dans le cadre de sa thèse de doctorat sur l'île de Tahiti Nui. Et bien que ne traitant pas directement de la presqu'île, il fournit une formidable base de comparaison et de précieuses informations sur l'organisation spatiale des Teva Iuta, une confédération ayant la même origine traditionnelle que les Teva Itei. Donc, du fait de la quantité et de la qualité éparse de ces sources, notre compréhension des trajectoires préhistoriques des communautés humaines de Tahiti sur la longue durée reste fragmentaire. En effet, entre le peuplement de la presqu'île, supposé aux alentours du XIe siècle, des dates qui sont pour les îles du Vent, puisqu'on n'a pas de date pour Tahiti, Iti en tout cas, et l'image de la société telle qu'elle est présentée par les sources ethno-historiques, plusieurs siècles se sont écoulés et ont laissé le temps aux communautés humaines de se complexifier. Elles ont surtout pu suivre des trajectoires qui leur sont propres et faire leurs propres choix historiques et culturels, comme en témoigne par ailleurs la grande variabilité architecturale des marae à des échelles très restreintes. Donc mon étude se propose d'apporter quelques éléments de compréhension de l'organisation politico-religieuse et socio-économique des chefferies de Tahiti et les particularités locales développées à la presqu'île. Afin d'acquérir de nouveaux éléments et de poursuivre le travail d'inventaire du patrimoine archéologique de la presqu'île, de manière ciblée, un cas d'étude a été défini. Donc le choix s'est principalement basé sur une entité géographique, écologique et culturelle cohérente, celle de la vallée, qui offre un panel de reliefs variés obligeant les communautés à développer diverses dynamiques d'adaptation et d'implantation territoriale. Elle donne aussi accès à diverses ressources dont les stratégies d'acquisition et de transformation doivent être elles aussi adaptées à ce cadre environnemental. Culturellement, la vallée est le support territorial, le mataïna des chefferies. Donc, plusieurs vallées de la presqu'île présentent un potentiel de recherche vraiment intéressant, mais notre attention s'est portée particulièrement donc, sur la Vaitepira. Et cette vallée, située dans la commune de Tautira, est la troisième plus grande vallée de Tahiti. Elle couvre plus de 3000 hectares de superficie. Les prospections et fouilles réalisées par José Garanger dans les années 60 ont permis de mettre au jour différents sites, certains assez complexes dans l'organisation spatiale et dans les types architecturaux des structures qu'ils regroupent. Mais très peu de données nous sont finalement parvenues. Donc il était donc nécessaire d'acquérir de nouvelles données, et avec le soutien du CIRAP et de l'UPF, des prospections ont pu être organisées en 2021. Donc après ces opérations, une nouvelle cartographie de la vallée peut être présentée. Une centaine de structures ont été répertoriées et géolocalisées précisément, permettant une meilleure identification des zones archéologiques et de leur répartition dans la vallée. Les sites recensés par José Garanger ont été retrouvés. Ceux qui avaient été restaurés mais non entretenus se sont considérablement détériorés, voire sont totalement ruinés pour certains. Donc, divers types de structures ont été observées. Des zones de pavage, alignement, terrasses horticoles et pépés composent la majorité des structures retrouvées. Une dizaine de marae a été recensée. En observant la répartition de ces structures dans l'espace, on observe des clusters de sites, des regroupements, que l'on peut globalement diviser en trois catégories fonctionnelles. Donc les sites cérémoniels, les sites domestiques et de production culture. Les sites cérémoniels sont implantés dans des zones d'interface entre les plaines alluviales et les sous-vallées qui composent la Vaitepira. À proximité directe de ces sites, des structures identifiées comme domestiques se répartissent, farépotées, pavages, pépés, structures de combustion et voies pavées. L'intérieur des vallées semble être réservé à la mise en place de stratégies de production adaptées aux différents reliefs afin de maximiser l'espace disponible et disposer d'une capacité de production importante, comme en témoignent les nombreux ensembles de terrasses implantés dans les pentes toujours plus raides que j'ai pu observer dans les fonds de vallée. Donc, pour prendre un exemple, le site de Amoeava, par exemple, qui est à l'entrée de la vallée, il occupe un peu plus d'1 hectare. La plaine alluviale est aménagée depuis les berges de la rivière jusqu'aux pentes et falaises. Un terrassement étagé orienté est-ouest définit plusieurs grands espaces délimités par des bordures de blocs de basalte et tufs sur champ. Et au sommet, un ensemble de 2 marae avec plateforme annexe est présent. Donc un premier marae est composé d'une plateforme surélevée entièrement pavée mesurant 11 mètres par 6 et d'un haru peu visible qui semble être simplement délimité par un alignement de blocs sur champ. Accolé à la face antérieure de celui-ci, un deuxième marae entièrement pavé. Il mesure 10 mètres de largeur, mais la limite peu visible empêche d'apprécier la longueur totale. Le haru, plus imposant que le précédent, est une plateforme surélevée d'environ 80 cm. Une pierre dressée est encore en place et la plateforme aurait pu supporter un gradin et former ainsi un haru à degrés, mais la structure est trop endommagée pour l'apprécier clairement. En contrebas de cet ensemble, une large zone pavée est présente autour de laquelle se répartissent des alignements et des pépés, donc un espace qui correspond vraisemblablement à une zone d'habitation. Pour un autre exemple, en moyenne vallée, c'est le site de Tetahua.
Sur une large zone de la plaine alluviale recouverte d'une dense forêt de purau et de bambous est implanté un ensemble de structures composées notamment d'une trinité de marae accolés, tous orientés vers le sud. Donc, deux d'entre eux disposent d'une enceinte composée d'un mur à double parement. Le troisième entre les deux est délimité par ces derniers. Donc, le premier marae de forme carrée est en effet délimité par un large mur à double parement d'une hauteur de 80 cm à 1 mètre. C'est celui-ci, le carré. La cour non pavée d'une superficie de 400 mètres carrés. Des pierres dressées parsèment la cour et un hahu se trouve à l'extrémité sud de la structure. Il est matérialisé par une bordure de fines dalles de basalte disposées sur champ. Le second, de forme rectangulaire, mesure 19 mètres de longueur pour 9 mètres de largeur. Il présente un hahu composé d'une petite plateforme pavée, délimitée par des blocs de basalte sur champ. Entre ces deux monuments, un hahu délimité par une bordure de blocs sur champ et des pierres dressées indique la présence d'un troisième marae. Donc il n'est pas marqué au sol seulement par la présence du hahu et des pierres dressées. À proximité immédiate du premier marae, une grande fosse parmentée est implantée sur une profondeur de moins 1,40 m. À l'est de ces trois structures, une voie pavée, large d'une cinquantaine de centimètres, traverse la plaine alluviale sur près de 120 mètres, et le reste de l'espace est parsemé d'alignements et de pépais. Pour un dernier exemple, à l'entrée de la vallée de Faïti, dans un resserrement de la plaine alluviale, un ensemble de sites cérémoniels et domestiques est présent. La vallée de Faïti, qui est une sous-vallée de la Vaitepira. Un grand marae est en effet construit. Il est constitué d'une plateforme surélevée qui prend appui sur plusieurs gros blocs naturels insérés dans la maçonnerie du monument, et des murs simples le soutiennent là où il n'y a pas de blocs. Orienté vers l'est, sa face nord est surélevée d'1,20 m de hauteur, alors que sa face sud ne l'est que de 50 cm environ. La cour est entièrement pavée et plusieurs pierres dressées d'osier sont présentes. Le hahu, à l'extrémité est du marae, est lui aussi construit en appui sur de gros blocs naturels. Il est composé d'une plateforme surélevée d'environ 60 cm, mesurant à peu près 7 mètres de longueur pour une largeur de 4 mètres. 4 pierres dressées sont disposées directement devant lui, l'une d'elles est implantée dans une petite ciste. À une trentaine de mètres au sud-est de ce marae, un ensemble assez imposant occupe la totalité de la plaine alluviale, entre la rivière et la pente abrupte. Donc sur environ 45 mètres, en effet, une voie pavée, légèrement surélevée, large de 70 cm, chemine et semble relier plusieurs autres structures. D'abord une petite terrasse de 7,50 m par 5, puis un grand pépé de 8 mètres de large pour au moins 20 mètres de longueur, non pavé, surélevé de 80 cm, une structure de combustion ici et une bifurcation qui permet même de rejoindre la rivière. À une certaine distance de ce premier ensemble, vraisemblablement domestique et probablement rattaché à des occupants de haut statut social, un deuxième site analogue est présent, mais moins important en taille et en composition, une voie pavée plus courte et de moins bonne facture reliant un pépé à la rivière seulement. Voici donc quelques exemples des sites archéologiques présents dans la vallée de la Vaitepira. Afin d'acquérir le cadre temporel des occupations spatiales, des fouilles seront nécessaires et nul doute que les sites archéologiques présentés aujourd'hui livreront des informations intéressantes. Donc la contemporanéité des structures devra en effet être attestée avant que la cartographie des occupations ne soit vraiment pertinente et qu'un cadre chronoculturel ne soit défini pour la vallée de la Vaitepira. Donc à l'avenir, d'autres recherches seront donc nécessaires, notamment dans d'autres vallées de la presqu'île, comme la vallée de la Baïta, qui reste une des dernières zones non inventoriées de la presqu'île. Et il serait aussi intéressant d'essayer de caractériser le lien entre les chefferies de la presqu'île et celles de Raiatea, notamment lors de la dernière période d'expansion du culte de Oro depuis Taputapuatea à Opua. Voilà. Il me reste 2 petites minutes. Ouais. Donc du coup, je voulais parler aussi d'autres choses que j'ai pas fait de diapos parce que je n'étais pas sûr du temps. Au cours de ma thèse, j'ai développé aussi une base de données qui m'a permis de synthétiser tous les sites de la presqu'île. Et ça, c'est quelque chose qui va servir concrètement, parce que dès l'année prochaine, normalement, cette base de données devrait être implantée à la direction de la culture et du patrimoine à laquelle je travaille, et du coup qui permettra de mettre à jour l'ancienne base de données qui a été faite aussi il y a 20 ans, donc à peu près au même moment que l'ancien colloque. C'était au début des années 2000 par Henri Marchesi. Et du coup, aujourd'hui, elle ne répond plus vraiment aux besoins et aux technologies auxquelles on a accès aujourd'hui. Donc voilà, elle sera certainement mise en œuvre et c'est aussi un des résultats de ma thèse. Voilà. Merci.